Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 13e journée du top 14. Nous sommes enfin à la mi-saison. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse année 2025 à toutes et à tous. Sans plus tarder, on va commencer par le premier match de samedi, à savoir la section paloise qui recevait le rugby club Vanté. Van a tenu 30 minutes dans ce match avant de craquer complètement. On sent vraiment un gros manque de puissance chez les Bretons, qui est là depuis le début de la saison et qui ne fait que s'accentuer au fur et à mesure que les mecs jouent et donc se crèvent. À l'inverse, la section paloise, elle a mis du temps à rentrer dans son match avant de petit à petit commencer à dérouler. C'est notamment un gros temps fort entre la 30e et la 50e minute de jeu qui a permis à la section de prendre le large. La section a fait un match dans l'ensemble très solide, donc il y a eu du jeu debout avec pas mal d'essais de 3/4, mais aussi une défense qui a été plutôt agressive, j'ai trouvé. Et enfin, le dernier paramètre qui a permis à la section d'empocher un bonus offensif, c'est clairement, donc comme je disais, la puissance de son paquet d'avant qui a dominé du début jusqu'à la fin le paquet d'avant Vanté. On continue avec le deuxième match, à savoir Bayonne qui recevait Castres. Bon, globalement, c'était un match assez brouillon, et là où ça s'est joué, c'était dans la bataille de l'occupation. Et sur ce paramètre, il n'y avait rien à dire, Bayonne a étouffé Castres. En même temps, quand t'as Joris Second et Shakti Bergen qui ont un très bon jeu au pied tous les deux, c'est compliqué de résister. Surtout qu'en face, au début Poplin, puis après Lebrun en fin de match, on sait très bien que c'est deux joueurs qui sont en manque de confiance actuellement et qui n'ont pas le meilleur pied du top 14. Et c'est pour ça, je trouve qu'il manque un vrai numéro 10 à Castres pour mieux organiser le jeu et surtout un vrai buteur, parce que là, encore une fois, comme contre l'UBB, les buteurs ont été en faillite. Et ce qui m'a rendu le plus fou du côté de Castres, ça a été clairement les ballons donnés ou jetés dans la défense de l'aviron bayonnais. Déjà, il y a cette action de Bagé qui perce et qui fait une chistera en pleine course de 15 mètres de l'autre côté. Enfin, c'est un geste hyper compliqué à réussir, alors qu'il aurait juste dû ralentir sa course, faire la passe en fixant le dernier défenseur, à savoir Tom Spring. Et là, c'est tout fait. Et puis après, évidemment, il y a les deux derniers essais de Bayonne, où c'est juste des cadeaux de la part de Castres, et notamment de Louis Lebrun. Moi, je pense que Castres aurait dû prendre un bonus défensif s'il savait pas plus vendanger que ça. Et c'est dommage parce qu'au final c'est un score assez lourd et ça reflète pas du tout le match, je trouve. Le troisième match, c'était Clermont qui recevait Montpellier. Voilà, c'est une petite surprise puisque le MHR est venu à bout des Clermontois. Bon, globalement c'était une mi-temps pour chaque équipe. La première était plutôt dominée par la SM, ou du moins c'était eux qui avançaient sur chaque collision. Mais même s'ils dominaient, il y avait quand même une certaine indiscipline qui commence à devenir chronique chez les Clermontois. Et cette indiscipline, elle était là pendant tout le match, que ce soit en première ou en seconde mi-temps. Et forcément, seconde mi-temps, quand tu es indiscipliné et que tu commences à fatiguer, ça permet à l'équipe adverse de marquer plus de points. Et c'est grâce à ça que le MHR a globalement dominé la deuxième période, puisqu'ils avaient une bonne occupation avec un jeu au pied de Stuart Hogg assez précieux. Et surtout, ils étaient réalistes, les Montpelliérains. Dès qu'il y avait une pénalité à prendre, ils l'ont prise, et ce, peu importe la distance. Montpellier était venu avec un plan de jeu simple, celui qui marche depuis quelques semaines, à savoir grosse pression dans le ruck, grosse conquête, et après grosse occupation. Et quand tu maîtrises les bases, c'est-à-dire ces trois paramètres, ça sert à rien de jouer à outrance. Montpellier avait le plan parfait pour vaincre cette ASM, et c'est ce qui a été prouvé samedi dernier. Le dernier match de samedi, c'était Bordeaux qui recevait Toulon. Bon, là pareil, c'était un match un peu brouillon, c'était un match de gros bras qui s'est vraiment joué devant. J'ai trouvé que aucune des deux équipes n'a pris le pas sur la défense adverse. Il y a eu très peu d'envolées, très peu de percées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et globalement, j'ai pas trouvé une équipe meilleure que l'autre en général, parce que ça s'est joué sur des détails, notamment un choix à la fin des Toulonnais de prendre les 3 points alors qu'ils sont déjà dans le bonus défensif. Et cerise sur le gâteau, Garbici la loupe. Après l'UBB, quand ils se sont fait repasser devant, je les ai trouvés quand même plus dynamiques et ils ont beaucoup mieux terminé que les Toulonnais. Sûrement grâce à leur orgueil, de ne pas vouloir perdre à domicile. Et puis Toulon a accusé un peu le coup avec pas mal de fautes dans le jeu. Il y avait des touches directes, des en avant ou des passes manquées. Et évidemment, cette dernière action de Garbici, en voulant contrôler le ballon, qui le touche. Et au final, ça fait touche pour les Bordelais. Et Toulon ne reverra plus jamais le ballon et se contentera d'un bonus défensif. On passe maintenant au match de dimanche. Le premier, c'était Racing-Lyon. Alors ça a fait match nul, mais pourtant j'ai l'impression que le Racing a eu beaucoup plus d'occasions que les Lyonnais. Bon, déjà il y a 3 essais à 1, et puis même je les ai trouvés souvent dans l'avancée. Ce qui a pêché du côté du Racing, c'est clairement ces fautes à la con. À chaque fois qu'il y avait une percée, derrière il y avait un arbitrage vidéo pour vérifier une potentielle faute. Au final, il y a 2 essais qui sont refusés, ou du moins un sur groupe pénétrant, et après l'en avant volontaire de Baptiste Couillou qui fait qu'il n'y a pas essai derrière pour le Racing. Et puis après, en deuxième mi-temps, ils ont eu quand même pas mal d'avancées significatives, mais sans pour autant marquer d'essai. Et c'est là qu'on voit que le Racing est quand même en manque de confiance, c'est quand sur cette action donc de Baptiste Couillou qui fait en avant, il y avait un 4 contre 1
et le Racing n'arrive pas à le jouer correctement pour pouvoir marquer. Du côté de Lyon, comme je disais, il y a eu beaucoup moins d'occasions. À part l'essai de Radradra et une action en tout début de match où il y a eu presque un essai de Ninashvili, bah franchement, je vois pas ce qu'il y a eu. Alors oui, l'occupation a été très bonne avec un Martin Béliand et un Léo Berdeux qui ont parfaitement alterné. Et si on ajoute à ça, globalement, une bataille au niveau des avants qui a été plutôt remportée par les Lyonnais, ça fait que Lyon a logiquement approché un point de bonus. Mais bon, il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir du côté lyonnais, notamment offensivement. Enfin, le dernier petit truc dont je voulais parler concernant ce match, c'est évidemment les cartons ou non-cartons concernant Taofifé Noah. Alors moi, je suis désolé, pour moi, il aurait dû avoir rouge. Le premier jaune, il est logique, parce que pour moi, comme l'explique l'arbitre, il y a d'abord un premier plaquage qui fait que le joueur s'abaisse. Le deuxième, c'est un peu la même situation, donc pourquoi il n'y a pas eu d'autres cartons jaunes et donc un carton rouge au final pour Taofifé Noah? Moi, je pense que c'est honnêtement que l'arbitre n'a pas voulu se mouiller. Et ça fait chier parce que franchement, quand on voit des actions similaires qui sont pénalisées, qui peuvent aller même jusqu'à un carton rouge et que là il y a juste simple pénalité juste pour pas faire sortir le joueur, je trouve ça très dommage. L'avant-dernier match de cette journée, c'était Perpignan qui recevait La Rochelle. Donc clairement, on a vu une opposition de style. D'un côté des Perpignanais avec un jeu très emballant, très offensif, et de l'autre des Rochelais qui essayent semaine après semaine de se rassurer sur ce qu'ils connaissent le mieux, à savoir le jeu d'avant. Perpignan a donc beaucoup joué sur les extérieurs. Il y a vraiment une volonté d'aller chercher les couloirs, avec notamment des ailiers, à savoir Veredamou et Duguivalou, qui ont fait pas mal de différences. Mais je pense honnêtement qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de points et même un bonus offensif potentiel pour les Perpignanais s'ils avaient été plus précis. C'est un peu comme le Racing en fait, qui a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'actions significatives, mais il y avait toujours un petit truc pour empêcher. C'était pas forcément des pénalités, mais c'était une mauvaise passe, un en avant, bref, quelque chose qui venait annihiler les actions. Au final, La Rochelle a été mise à distance assez rapidement et donc Perpignan n'a jamais été trop inquiété, mais c'est con parce que pour une équipe qui joue le maintien, un bonus offensif contre La Rochelle, c'est non négligeable. Ces Rochelais, eux, ils avaient une stratégie un peu à la Montpellier. Beaucoup de jeux au pied d'occupation et pression. Sauf que, à l'inverse des Montpelliérains, eux, ça a pas trop marché. Ils n'arrivaient pas à mettre la pression, que ce soit en l'air ou à la retombée. Globalement, les Perpignanais étaient assez efficaces sur les récupérations de jeux au pied. Et en plus, La Rochelle veut se rassurer devant, mais quand on a une conquête qui est trop faible, c'est juste pas possible. La Rochelle repart bredouille de ce voyage en Catalogne et c'est juste logique. Et enfin, le dernier match, c'était Toulouse qui recevait le Stade Français. Alors ces Toulousains, sans aller jusqu'à m'inquiéter, je les trouve moins flamboyant qu'à une certaine époque. Je trouve que le jeu de 3 quarts est moins léché. Il y a notamment toujours la même combinaison où on donne le ballon à Aki ou Chocobares en premier receveur, qui donne dans le dos pour Ntamak, et après on essaye de breaker la défense avec des exploits individuels. Sauf que ça a été lu tout le match par le Stade Français et donc ça n'a jamais marché. Et du coup, le Stade Toulousain s'est recentré vers un jeu plus frontal avec notamment des avants très dominants. C'est comme ça qu'il marque 3 essais sur 5 d'ailleurs. Et je trouve que du coup, ce jeu très offensif, très agréable à voir jouer, il est en train petit à petit de disparaître. Alors je pense que c'est pas définitif du tout, parce qu'avec ces joueurs-là, ça peut revenir à tout moment, mais c'est juste, je pense, dû à la période où c'est plus compliqué de jouer, Toulouse s'adapte et finalement le fait assez bien. Le Stade Français, de son côté, je pense qu'il peut nourrir un peu des regrets, parce qu'il y avait un bonus défensif à aller chercher. La victoire, ça me semblait trop compliqué. Mais franchement, dans l'énergie, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux Parisiens. Après, c'est le niveau de jeu qui a fait la différence, et le manque de puissance devant. Mais si le Stade Français avait été peut-être plus pragmatique à certains moments, notamment je pense à une percée de Costa Storti qui oublie son ailier en première mi-temps, et ça aurait pu faire un décès, et donc potentiellement changer la physionomie du match. Et avec tout ça, peut-être que le Stade Français aurait pu repartir avec un point du déplacement dans la ville rose. Mais bon, malgré tout, je pense que dans l'état d'esprit, ils sont un peu rassurés, les Parisiens, après quelques matchs vraiment très ternes. On passe maintenant au top et au flop. Le premier top, c'est Cyrili Makala. Clairement, hyper dangereux sur chaque prise de balle, que ce soit avec ses crochets ou avec ses offloads. Et puis, on a la mi-saison, donc c'est le moment de glorifier certaines performances, et lui, c'est le meilleur marqueur pour l'instant, avec 10 réalisations. Le deuxième top, c'est l'ailier du Racing, Vinaya Aboussi. Ça a été clairement le 3 quarts le plus dangereux, il a cassé énormément de plaquages. Et puis même, j'ai trouvé qu'il était très important, notamment à la retombée de Chandelle, où il venait mettre la pression, avec notamment quelques gros caramels infligés à l'équipe lyonnaise. Et enfin, le dernier top, c'est Stuart Hogg. J'en ai un peu parlé, mais son jeu au pied a été vraiment très précieux dans la victoire de Montpellier à Clermont. Que ce soit face au perche ou dans le jeu courant, il a été exceptionnel. En flop, maintenant, je vais parler d'abord d'Anton Bressler. Je trouve qu'il a une mauvaise énergie sur le terrain, il perd du temps et de l'énergie à plus faire mal à l'adversaire que vraiment aider son équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il prend un carton jaune, parce qu'il plonge comme une merde au bord d'un ruck, et c'était pas la première fois du match. Le deuxième flop, c'est un peu pareil, c'est Kane Douglas. Bon, lui, sans avoir une mauvaise énergie, je trouve qu'il est plus là pour embêter l'adversaire plutôt que aider vraiment son équipe. Sauf que là, dans le combat, il a pas été bon du tout, il a été pénalisé, et il a même pris un cul de l'espace par Kieran Brooks. Et enfin, le dernier flop, c'est Isaac Kofi, le pilier parisien, simplement parce qu'il a été très pénalisé en mêlée fermée, face à Doran Aldeguerri, qui est pas non plus le meilleur pilier de mêlée actuellement. Et puis, bon, il prend ce carton jaune pour cette
cravate sur Pierre-Louis Barassi, qui aurait été à 2 doigts du rouge si Pierre-Louis Barassi s'était pas trop baissé. Pour ce qui est du classement, donc on a Toulouse qui est champion d'automne à la mi-saison avec 46 points, suivi de très près par Bordeaux avec 45. Derrière, Toulon et Bayonne se neutralisent avec 38 points. Et puis on a, je vais noter surtout la petite surprise Montpellier qui revient finalement à 3 points de La Rochelle et donc de la 6ème place. En bas, ça commence à être très compliqué pour Vannes. Pour ce qui est de mes pronos, et donc la J14, il va d'abord y avoir Toulon Racing, et là je vois clairement les Toulonnais rouler sur un Racing malade. Je vais même leur octroyer le bonus offensif. Castres section paloise, c'est deux équipes qui sont un petit peu malades en ce moment. Castres qui sort de prestations vraiment très peu convaincantes, et Pau qui s'est quand même redonné un peu de sourire face à Vannes. Donc je vais dire les Palois à l'extérieur. Lyon-Perpignan, je trouve qu'il y a quand même du mieux du côté de Lyon depuis l'arrivée de Guézal, face à un Perpignan qui à l'extérieur est assez mauvais, donc je vais dire les Lyonnais à domicile. Montpellier-Bayonne, c'est un match intéressant parce que c'est deux équipes en pleine confiance. Et je pense que Bayonne, après plusieurs matchs où ils se sont beaucoup donnés, ils vont peut-être faire un peu tourner, donc je vais dire Montpellier. Stade Français reçoit Bordeaux-Bègles, et là, je sais pas, franchement, donc je vais dire match nul, parce que Stade Français, il y a du mieux dans l'énergie, et en même temps, Bordeaux reste assez solide sur les derniers matchs, ils sont sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, donc match nul. Enfin, La Rochelle-Stade Toulousain, je pense que Toulouse va faire beaucoup tourner, donc ça va être une victoire de La Rochelle, comme depuis quelques saisons maintenant. Et enfin, le match de dimanche, c'est Vannes qui reçoit Clermont. Clermont qui, après son faux pas à domicile, est obligé d'aller gagner à Vannes. Et Vannes qui commence à craquer, malheureusement, donc je vais dire les Clermontois. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, activer la cloche et mettre un pouce bleu. C'est des petits détails, mais qui pour moi font la différence. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.